Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Émile Faure. J'ai fait ma thèse au muséum que j'ai soutenu en décembre dernier sous la direction de Lucie, du coup, Wittner, et Sakina Dorothée Ayata, qui travaille au laboratoire de scénographie de Villefranche-sur-Mer et qui est en ce moment à l'Océan à Paris. Et du coup, j'ai fait ma thèse sur l'intégration des données métaomics dans les approches par traits fonctionnels en écologie marine et en écologie planctonique en particulier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma thèse, donc un projet en particulier qui a été publié en juillet de cette année, au cours duquel on s'est intéressé à la prédiction de l'abondance de clusters de gènes, de groupes de gènes, de protéines plutôt, à partir du contexte environnemental dans l'océan global pour essayer d'aller vers une prédiction de la diversité fonctionnelle planctonique à partir de ce contexte environnemental. Donc, la définition du plancton, tout d'abord. Donc, le plancton, c'est l'ensemble des organismes qui dérivent dans les océans et qui n'est pas capable de nager contre le courant dans les océans. Donc, c'est une définition très large qui inclut un grand nombre d'organismes, au sein duquel on retrouve donc des eucaryotes, des bactéries, des archées, des virus, et du coup des échelles de taille très variables, du nanomètre jusqu'à plusieurs mètres pour certaines méduses, par exemple, qui sont inclus dans le plancton. Et au sein de cette grande diversité d'organismes, on a bien sûr beaucoup de rôles écologiques différents et de modes trophiques différents, avec des organismes photosynthétiques, des organismes qui vont être des prédateurs, également des organismes qui sont dits mixotrophes, c'est-à-dire qui sont à la fois capables de produire de la matière organique à partir de la photosynthèse, mais aussi de la prédation ou de la phagotrophie, par exemple. Et on a également beaucoup de parasites au sein du plancton marin. Et on a également du coup une grande diversité d'organismes qui vont avoir des rôles différents dans les cycles biogéochimiques océaniques, avec par exemple des diazotrophes qui vont être responsables de la fixation d'azote dans l'océan, des organismes silicifiants comme les diatomées par exemple, des organismes calcifiants comme les coccolithophores et des organismes qui vont avoir un impact sur le cycle du soufre dans l'océan, notamment via la production de DMS, diméthylsulfure. Donc on a une grande diversité d'organismes planctoniques qui est connue, et on sait que ces différents organismes planctoniques sont à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan et ont un grand rôle dans les différents cycles biogéochimiques au sein de ces océans. Et c'est pour ça que depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on s'intéresse à comment modéliser ces communautés planctoniques pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et quel peut être leur impact sur le climat à l'échelle globale. Et pour représenter ces communautés planctoniques, les premiers modèles qui ont été proposés, ce sont des modèles qu'on appelle NPZD, pour nutriments, phytoplancton, zooplancton et détritus. Donc ce sont des modèles en boîte, pour lesquels on va avoir ici 4 boîtes, correspondant aux 4 compartiments du modèle, et pour chaque boîte, on va avoir une équation différentielle qui va décrire l'évolution de cette boîte au cours du temps. Donc on va avoir par exemple le phytoplancton ici, qui va utiliser les nutriments pour effectuer la production primaire, puis ce phytoplancton va être brouté par le zooplancton. La mortalité des organismes de phytoplancton et de zooplancton va créer des détritus qui vont être reminéralisés sous la forme de nutriments. Et on a donc une représentation extrêmement simplifiée des écosystèmes planctoniques, avec toute la diversité planctonique dont j'ai parlé dans la première slide, qui va être résumée en 2 boîtes, celle du phytoplancton et celle du zooplancton. Et donc pour aller un peu plus loin dans la représentation de la diversité planctonique dans ces modèles, on a des modèles dits en Plankton Functional Types, ou types fonctionnels planctoniques en français, qui ont été proposés au début des années 2000. Donc là, l'idée est de diviser les compartiments du modèle en boîte que j'ai présenté en NPZD, donc en différentes sous-parties qu'on va appeler des types fonctionnels planctoniques en fonction justement de la fonction et de la taxonomie des organismes. Donc dans cet exemple en particulier, on a 4 types de phytoplancton, avec par exemple les diatomées qui vont être les seuls ici à utiliser la silice. Et on a 2 types de zooplancton qui sont ici différenciés par leur taille, donc le microzooplancton et le mésozooplancton. Donc ces modèles en PFT, ils ont permis d'améliorer la représentation de la diversité planctonique dans les modèles, mais bien sûr, ils ne résolvent pas tout le problème, puisque par exemple ici, dans cet exemple, on n'a aucun compartiment qui correspond aux bactéries et aux archées. Donc on a une modélisation de l'écosystème qui est quand même pas tout à fait réaliste d'un point de vue de la représentation de la diversité planctonique. Donc cette approche en PFT, elle a 2 limites principales. Donc d'abord,
le choix des PFT, comment est-ce qu'on est censé choisir les PFT qu'on inclut dans ce modèle. Donc ça, en théorie, c'est en réponse à une question scientifique. Maintenant, c'est toujours difficile de dire qu'on décide de se débarrasser d'un groupe fonctionnel parce qu'il ne rentre pas tout à fait dans notre question scientifique, il n'est pas assez important dans notre question scientifique pour être inclus dans le modèle, sachant que toutes les boîtes interagissent entre elles et que donc l'inclure pourra avoir un impact qu'on n'aurait pas pu prédire a priori. Et ensuite, on a le problème de la complexité de la paramétrisation parce qu'on peut aller du coup à l'opposé et se dire dans ce cas-là, on va inclure le plus de PFT possible dans le modèle pour avoir une représentation réaliste de la diversité. Mais à ce moment-là, il faut que pour chaque PFT inclus dans le modèle, on écrive une équation, que cette équation, on la paramétrise. Donc on a besoin d'expériences qui nous permettent de paramétriser ces équations pour le groupe qu'on a représenté. Et on se retrouve avec un modèle qui est très dur à paramétriser. Et si on réussit à le paramétriser avec un nombre d'équations énorme qui fait qu'il est très complexe à faire tourner. Donc, pour répondre à ces limitations, on a une approche différente qui est donc l'approche par trait fonctionnel qui a été proposée. Donc, ce qu'on appelle un trait fonctionnel ici, c'est une caractéristique mesurable à l'échelle de l'individu. Donc, j'ai mis quelques exemples, par exemple la taille, le taux de croissance maximum, la forme, etc. Et donc, dans un modèle en trait fonctionnel, on va définir un ensemble de traits, donc représentés ici à la base de ce schéma, pour lesquels on va définir des trade-offs en anglais ou compromis. C'est-à-dire en fait des relations de corrélation et d'anticorrélation entre les traits qui vont nous permettre de définir un paysage de traits possible pour des organismes. Donc par exemple, un exemple assez connu, c'est le rapport entre la taille de l'organisme et son taux de croissance maximum, avec des organismes qui sont plus... Quand les organismes sont plus gros, on a tendance à avoir un taux de croissance maximum plus lent, alors que quand on a des organismes plus petits, on va avoir un taux de croissance maximum plus rapide. Et donc ces compromis, ces trade-offs, vont être définis à l'échelle des traits et donc de manière à être applicables à le plus grand nombre possible d'organismes pour pouvoir définir du coup des règles générales à l'échelle de l'écosystème pour ces traits fonctionnels qui vont nous permettre de définir des process à l'échelle des individus dans notre écosystème et donc à partir de l'environnement présent à un moment donné, on va pouvoir définir une distribution de traits à partir de ces process individuels. Et cette distribution de traits va ensuite avoir un effet sur l'environnement et on a donc une espèce de boucle de feedback ici, puisque par exemple, si on a un trait lié à la diazotrophie qui est particulièrement présent à un moment donné, on va avoir une augmentation de l'azote dans le milieu et donc l'environnement va changer et ça va avoir un impact sur les compromis. Donc, par exemple, si la température change, on va avoir des taux de croissance qui pourraient être impactés et donc ici on a une espèce de feedback entre l'environnement et nos trade-offs, nos compromis et nos process individuels. Mais cette approche, elle ne résout pas tout, puisque ici, encore une fois, on doit définir les traits qu'on inclut dans le modèle. Donc, ce n'est pas la même question que les PFT, mais on est toujours face à une difficulté de définir quels sont les traits qu'il faut qu'on inclue. Et ensuite, pour chaque trait, il va nous falloir des compromis qui sont plus ou moins généraux, le plus général possible en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à définir de manière générale. Il faut des expériences avec énormément d'organismes différents testés. Et c'est donc quelque chose qui est assez limitant. Et c'est ici qu'on peut se poser la question de l'apport des données omics ou méta-omics pour ces approches en traits. Donc ce que j'entends ici par approche omics ou méta-omics, ce sont les données de métabarcoding, de métagénomique ou de métatranscriptomique. Donc en métabarcoding, on va effectuer le séquençage d'une zone ciblée de l'ADN qui est choisie parce qu'elle va être universelle dans l'arbre du vivant, mais très variable. Donc on va pouvoir relier chaque séquence du coup ciblée qu'on va appeler barcode à une lignée taxonomique. Donc là, on va pouvoir ensuite passer par une base de données taxonomique qui va nous permettre d'assigner pour chaque barcode une lignée taxonomique. Puis on peut ensuite passer par une base de données de traits qui va lier la taxonomie à des traits fonctionnels connus pour pouvoir obtenir une présence de traits potentiels. Ensuite, pour la métagénomique, on va séquencer l'ADN directement de la communauté. Donc là, on peut directement détecter les gènes présents et donc annoter ces gènes fonctionnellement et essayer de les annoter taxonomiquement également pour essayer d'avoir une présence potentielle de traits directement via les gènes. Et la métatranscriptomique, enfin, on séquence l'ARN. Donc là, on a directement accès à la réalisation des traits par rapport à la métagénomique où on a seulement la présence de traits potentiels, mais on ne sait pas si ces gènes sont exprimés ou pas. Et donc, on peut imaginer un gradient de modèles biogéochimiques
qui iraient des modèles les plus simples et les moins réalistes, comme les modèles NPZD que j'ai présentés au début. Ensuite, on a les modèles PFT pour lesquels on peut avoir une représentation de la diversité assez complexe si finalement on inclut énormément de PFT, mais qui finiront par être limités. Et on peut imaginer du côté le plus réaliste, mais également le moins simple en termes de modèles, des modèles qui seraient basés sur les données omics et métaomics, et qui pourraient donc directement utiliser les observations de diversité qu'on fait avec les données omics dans un contexte de modélisation. Mais pour ça, on a besoin de définir des méthodes qui permettent de quantifier in situ des traits à partir des données métaomics. Et c'est la grande question à laquelle je me suis intéressé au cours de ma thèse. Et ici, dans ce projet en particulier, l'idée était vraiment d'essayer de trouver une approche conduite par les données qui nous permettent d'identifier et de quantifier les traits dans les données omics sans faire de choix a priori d'une fonction particulière ou d'un organisme particulier. Et donc pour ça, on est parti d'une approche qui pourrait se baser sur n'importe quel génome, n'importe quel transcriptome, métagénome ou métatranscriptome. Donc en quelque sorte, on pourrait partir de n'importe quel groupe de protéines d'intérêt. Et l'idée est de réussir à partir de ce groupe de protéines, créer des unités qui pourraient être reliées à des fonctions dans un cadre de modélisation. Et donc pour ça, on a décidé de passer par un réseau de similarité de séquences. Donc un réseau de similarité de séquences, c'est un réseau dans lequel chaque nœud du réseau va correspondre à une protéine ici, et les liens dans le réseau vont refléter la similarité et ce qu'on appelle le coverage, donc à quel point est-ce que les deux protéines se recouvrent quand on les aligne. Donc chaque lien va correspondre à la similarité au coverage. Et on peut appliquer du coup un seuil de similarité et de coverage sur les liens du réseau, c'est-à-dire qu'on conserve que les liens qui correspondent à X% de similarité et X% de coverage, pour pouvoir supprimer les liens faibles et conserver que les liens forts, sachant qu'un lien fort de similarité de coverage va nous permettre d'émettre l'hypothèse que les deux protéines sont suffisamment proches pour partager une fonction similaire. Et donc, une fois qu'on applique ce seuil, on se retrouve automatiquement avec des sous-réseaux qui se forment, donc qu'on avait appelé des composantes connexes, c'est-à-dire des morceaux de réseau au sein duquel on a un chemin possible entre n'importe quelle paire de nœuds, mais par contre, on a une séparation du reste du réseau. Et donc ici, dans cet exemple-là, on a 4 composantes connexes que nous, on va appeler protein functional cluster, donc cluster protéique fonctionnel ou famille de protéines. Et ici, j'ai mis quelques exemples du genre d'annotation taxonomique et fonctionnelle qu'on pourrait retrouver pour ce genre de cluster. Donc ici, par exemple, on pourrait avoir un groupe pour lequel on aurait 3 protéines annotées comme étant liées à la fixation d'azote, et elles pourraient toutes provenir de cyanobactéries. On pourrait également avoir des groupes protéiques au sein duquel la notation fonctionnelle est plutôt homogène. Ici, par exemple, la fixation de diméthylsulfure, mais on pourrait avoir des protéines qui proviennent d'organismes différents, de taxonomie variée, disons. Ensuite, on pourrait également avoir des groupes fonctionnels protéiques au sein desquels la notation fonctionnelle est inconnue. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'on va pouvoir les conserver parce qu'on va être capable de définir une abondance pour ces clusters aussi, même si on ne connaît pas leur fonction. Et donc, pour justement obtenir cette abondance, en fait, on va tout simplement mapper, donc confronter des séquences de métagénomes récoltées in situ sur ces groupes protéiques pour essayer de voir quelle est leur abondance au sein de ces échantillons, et on va pouvoir comparer ça aux conditions environnementales. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait en s'intéressant particulièrement à 93 échantillons de la campagne Tara Océan, et au sein desquels avaient été assemblés, grâce auxquels ont été assemblés 885 génomes prokaryotes. Et au sein de ces 885 génomes, on avait environ 2 millions de protéines. On a effectué un réseau de similarité de séquences à partir de ces 2 millions de protéines, ce qui nous a permis de récupérer plus de 253 000 groupes fonctionnels. Et on a pu ensuite mapper les 93 échantillons sur ces 253 000 groupes pour obtenir une abondance dans les 93 échantillons pour nos 253 000 groupes. Et derrière, l'idée était de comparer ça au contexte environnemental et essayer de voir si l'abondance de ces groupes fonctionnels pouvait être prédictible à partir de l'environnement.
Donc, je vais vous montrer l'exemple de un groupe fonctionnel pour vous montrer un petit peu l'approche statistique qu'on a suivie pour ce projet. Donc, pour un groupe fonctionnel, on a une abondance de séquences dans 93 échantillons. On va diviser cette abondance en deux parties. Donc, le training set, qui va correspondre à cette abondance dans 70 échantillons, et le test set, qui va correspondre à nos abondances dans les 23 échantillons restants. On va faire de même pour nos données environnementales. Donc ici, on a 53 variables environnementales qui incluent la température, la salinité, etc. Donc les variables environnementales océanographiques assez classiques, qu'on va pouvoir diviser également, du coup, en 53, en 70 et 23 échantillons. On va ensuite construire des random forest regression sur nos 70 échantillons. Donc ça va nous permettre de lier en fait les valeurs d'abondance qui sont dans notre training set à nos variables environnementales qui sont ici, qui correspondent à ce training set, pour faire un modèle statistique qui va être assez analogue à une régression classique en réalité. Et donc, pour ce modèle qui est basé uniquement sur notre training set, on peut déjà regarder la valeur de R carré, les valeurs de R carré. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu plus de 14 000 clusters pour lesquels on a un R carré au-dessus de 50%. Et ces clusters-là vont nous intéresser en particulier parce que ça veut dire qu'on a un fort lien entre le contexte environnemental et l'abondance de ces clusters. Et si on regarde un petit peu quelles variables environnementales étaient les plus importantes dans les modèles statistiques pour les 253 000 clusters, on voit que la province biogéographique de Longhurst sont les premières à sortir comme étant les plus importantes, donc d'assez loin. Et la température, qui est souvent présentée comme le facteur le plus impactant, du moins chez les bactéries et les archées, n'apparaît que comme le 12e important, et en fait il est relativement similaire en termes d'importance à d'autres variables qui sont très corrélées à la température, comme l'oxygène ou la densité. Et du coup, pour aller plus loin et pour se poser vraiment la question du pouvoir prédictif de notre modèle, on a pu ensuite tester du coup via notre test set la qualité des prédictions de notre modèle en se concentrant sur les 14 585 protein functional clusters ici qu'on a sélectionné comme ayant le R carré au-dessus de 50%. Et donc ici, l'idée est d'utiliser ce modèle sur les données environnementales des 23 échantillons restants pour pouvoir prédire des abondances de séquences qu'on va pouvoir ensuite comparer à celles de notre test set, donc que le modèle n'a jamais vu. Et on va pouvoir comparer du coup les prédictions du modèle avec les observations pour voir si notre modèle est capable vraiment de faire des prédictions ou pas. Et on obtient ça. Donc là, en X, vous avez le log des observations du test set, donc vraiment ce qu'on a observé in situ. Et en Y, vous avez les prédictions du modèle. Et on a une corrélation de 0,89 avec vraiment un lien assez fort entre les deux. Et il semblerait donc que pour ces 14 000 et quelques clusters, on ait vraiment un pouvoir prédictif qui soit non négligeable et on peut prédire une abondance de ces clusters rien qu'à partir du contexte environnemental. Et pour un peu mieux comprendre quels étaient ces clusters, quels étaient leur rôle fonctionnel, de quels organismes est-ce qu'ils provenaient, on a fait une analyse multivariée sur ces 14 500 clusters. Donc ici, c'est une CCA. Donc chaque point gris dans le fond correspond à un cluster protéique. Chaque plus gros point coloré correspond à un échantillon et ils sont colorés selon leur province de longueur, province biogéographique. Et vous avez les flèches pointillées en bleu qui correspondent aux différentes variables quantitatives environnementales sélectionnées pour cette CCA. Donc si on regarde un petit peu ces variables, on retrouve des variables assez classiques en océanographie, donc la température, la salinité, le fer, NO3 et la chlorophylle. Donc c'est des variables qu'on s'attend à retrouver ici. Et on voit très bien en fait visuellement le fort impact des provinces biogéographiques que j'ai déjà évoquées, puisque on voit que les échantillons sur cet espace de CCA sont vraiment regroupés par province biogéographique de manière assez claire. Et autant pour ce qui est de l'océan austral, on s'attendait à avoir des différences assez marquées, autant pour la Méditerranée, c'était assez surprenant d'observer un groupement aussi fort des échantillons méditerranéens sur ce graphe. Et donc, c'est quelque chose qu'on a décidé de regarder d'un peu plus près. Et du coup, les premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'il y a en fait un signal fonctionnel dans ce graphe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des endroits dans ce graphe où on retrouve des clusters protéiques qui sont associés à une fonction en particulier et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc pour ça, en fait, on a
on a calculé le barycentre de chaque annotation fonctionnelle KEGG. Donc, KEGG nous a donné des annotations fonctionnelles pour chaque cluster. Donc, chaque cluster, donc chaque point gris ici a une annotation fonctionnelle. Et donc, on peut récupérer tous les clusters qui sont associés à une annotation KEGG et calculer la moyenne de sa position en X et en Y pour avoir un espèce de barycentre de l'annotation fonctionnelle. Et ici, le triangle rouge correspond au barycentre de l'ensemble des points. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour la quasi-totalité des annotations fonctionnelles qu'on a, on est très proche du barycentre des points, et du coup, il n'y a pas vraiment de signal fonctionnel dans ce graphe. Et les quelques exceptions pour lesquelles on a des points décentrés, ça correspond en général à des annotations qui sont très faibles en termes de nombre d'occurrences, et qui du coup sont peut-être à prendre avec des pincettes. Mais toutes les annotations qui sont vraiment assez répandues au sein des clusters se retrouvent finalement très proches du barycentre. Vous voyez qu'ici, on a un point noir qu'on a appelé dark, HLEPFC, donc pour Highly Linked to Environment Protein Functional Clusters. Donc ici, on parle de dark parce que c'est des organismes qui sont non annotés fonctionnellement et qui proviennent de génomes pour lesquels on n'a pas d'annotation en dessous du phylum en termes de taxonomie. Donc c'est des groupes protéiques qui sont vraiment particulièrement mal connus et qui sont pourtant très bien prédits, dont l'abondance est pourtant très bien prédite à partir du contexte environnemental, donc qui serait potentiellement vraiment liés au contexte environnemental. Donc c'est des clusters protéiques qui sont particulièrement intéressants à regarder. Et on voit que ceux-là, ils sont légèrement décalés du barycentre global. Mais du coup, ça ne répond pas vraiment à notre question de pourquoi est-ce que la Méditerranée était autant séparée du reste des provinces biogéographiques. Et quand on a effectué le même genre d'études pour la taxonomie, donc je ne vais pas vous montrer les graphes parce qu'il y en a beaucoup, puisqu'on a regardé à tous les rangs taxonomiques du phylum jusqu'au genre, mais en gros, on n'a pas vraiment de signal taxonomique. Donc la seule chose qui est vraiment visible, c'est qu'on a ici les eaux de l'océan Indien qui sont particulièrement, au sein desquelles on a un particulièrement grand nombre de clusters protéiques qui proviennent de cyanobactéries, et notamment de l'ordre des prochlorales. Et c'est quelque chose auquel on s'attend, c'est assez attendu, puisque les cyanobactéries sont très présentes dans les eaux subtropicales. Mais en termes de Méditerranée et d'océan austral, on ne retrouve pas forcément de signal taxonomique particulier, ni de signal fonctionnel. Et donc on a regardé également en fait en termes de ce qu'on appelle les assemblies. Donc en fait c'est la provenance du génome. Donc les génomes, ils ont été assemblés à partir de métagénomes récoltés in situ, et du coup on peut regarder à partir d'échantillons de quelles zones géographiques ont été assemblés ces génomes. Et en fait on voit que là on a un signal qui correspond pas mal à la répartition de nos zones biogéographiques sur le premier graphe. Et en particulier, on a vraiment les génomes qui ont été assemblés à partir d'échantillons méditerranéens qui se retrouvent bien à gauche sur l'axe 1. Et si on regarde ici, c'est les clusters qui sont vraiment à l'extrême gauche, on se rend compte qu'en fait, leurs protéines viennent quasiment exclusivement de génomes qui ont été assemblés via des échantillons méditerranéens. Et du coup, notre hypothèse par rapport à l'originalité de ces échantillons méditerranéens en termes d'abondance de clusters protéiques, c'est qu'on a probablement sélectionné via notre approche beaucoup de clusters protéiques provenant d'organismes particulièrement présents en Méditerranée et assez originaux en termes de génomique, de génome. Et on a émis l'hypothèse dans le papier du coup que ça pourrait être lié à l'histoire de la Méditerranée et de son enclavement relatif par rapport aux autres zones explorées du coup par la campagne Tara-Océan, qui pourrait avoir provoqué une espèce d'endémisme de certaines protéines qui seraient vraiment quasiment exclusivement présentes dans cette mer, mais qui n'auraient pas forcément un rôle fonctionnel ou une origine taxonomique à l'échelle de grands rangs taxonomiques qui serait notable. Et donc pour résumer un petit peu les grandes conclusions de cette étude, on a produit un pipeline informatique du coup qui permet de créer des clusters protéiques fonctionnels à partir de génomes, transcriptomes, en fait à partir de à peu près n'importe quel groupe de protéines qu'on veut, et cela sans a priori que ce soit sur la fonction ou la taxonomie. Donc on garde l'ensemble des protéines dans l'entièreté du pipeline. En appliquant ce pipeline sur un jeu de données avec plus de 200 000 clusters protéiques, on démontre que les provinces biogéographiques de Longhurst sont le principal driver de l'abondance. Et donc on propose que plutôt que la température uniquement comme driver principal, c'est plutôt une espèce de... Enfin,
qu'en utilisant une variable qualitative qui reflète à la fois la température, mais également un grand nombre d'autres variables, on a finalement un meilleur signal statistique que lorsqu'on utilise uniquement la température, comme c'est le cas souvent dans les études de ce genre. Et enfin, on montre que 6,2% des modèles dans notre exemple ont un R carré qui est au-dessus de 0,5 et que pour ces modèles, on a un pouvoir prédictif qui semble plutôt significatif. Et donc, on ouvre la porte à potentiellement des prédictions de l'abondance de clusters protéiques à partir de l'environnement. Et donc, ça ouvre un petit peu la porte à des modèles de type corrélatif ou des modèles peut-être en niche, de type niche environnementale, puisque à partir du contexte physico-chimique, on peut prédire une abondance de clusters protéiques et que si on a une relation statistique suffisamment forte ici pour prédire l'abondance de nos clusters protéiques à partir du contexte physico-chimique, on peut éventuellement imaginer extrapoler ces prédictions à l'échelle globale, comme ce qui peut être fait du coup via les modèles en niche. C'est quelque chose qui commence déjà à être fait avec des données omics, avec des papiers qui sont sortis cette année, notamment Frémont et Al qui commencent à faire ça. Mais la question qui reste en fait par rapport à ces modèles-là, par rapport à un modèle biogéochimique classique, c'est comment est-ce qu'on peut coupler ça à la circulation et comment est-ce qu'on peut introduire le feedback de la biologie, donc l'effet de la biologie sur la physico-chimie. Parce que ici, on peut avoir un modèle qui va prédire par exemple une augmentation de l'abondance des diazotrophes dans le futur, mais si on n'a pas de boucle d'impact de la biologie sur la physique qui va ensuite augmenter la quantité d'azote présente dans les conditions physico-chimiques et qu'on reste sur des modèles purement physico-chimiques pour prédire du coup le contexte environnemental, il nous manque l'effet de la biologie sur la physique pour faire des prédictions précises dans le futur. Donc en quelque sorte, on a ici le premier étage d'une fusée qui nous permet donc de partir du contexte environnemental pour prédire l'abondance de clusters de gènes. Et donc ça, on peut le faire à l'aide de machine learning comme ici. Ça a été fait également via des réseaux de concurrence et en écologie terrestre et avec des plantes terrestres notamment. L'utilisation des réseaux bayésiens a également été démontrée comme efficace. Et ce qui nous manque, c'est un deuxième étage de cette fusée donc, qui nous permettrait de passer des clusters protéiques à ce que j'appelle ici un output biogéochimique, donc une valeur biogéochimique qui pourrait être utilisée dans le cadre d'un modèle physico-chimique pour représenter la modification du contexte environnemental par les organismes biologiques, qui nous permettrait donc de représenter le feedback dont je parlais. Et pour ça, on a besoin de modèles qui pourraient permettre de passer de l'échelle génomique à un impact biogéochimique. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être fait via les réseaux métaboliques, notamment la modélisation des réseaux métaboliques des organismes qui nous permet un petit peu de prédire l'output biogéochimique d'organismes à partir de leur génome. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé et qui n'est pas encore prêt à être appliqué à grande échelle. Mais dans l'idée, ce type de modèle, ça permettrait d'avoir un modèle qui est relativement à bas coût en termes de computation. Donc, c'est quelque chose qui est assez faible en termes d'utilisation de ressources informatiques, puisque une fois que le modèle prédictif est construit, le faire tourner, ça va assez vite. Ensuite, on a l'avantage de pouvoir inclure ce qu'on ne comprend pas vraiment en biologie. Donc, on a une boîte noire ici de clusters de gènes qui peut être annotée fonctionnellement, peut aussi ne pas l'être, mais dans tous les cas, on peut les conserver dans le modèle et les utiliser pour avoir des corrélations. Ensuite, on n'a aucun a priori de choix d'organisme ou de traits fonctionnels dans cette approche et on a potentiellement la possibilité de calculer des mesures d'incertitude, notamment via les approches bayésiennes, ce qui est complètement impossible dans les modèles biogéochimiques actuels. Les désavantages de cette approche, bien sûr, c'est qu'on n'aurait pas de représentation explicite des interactions écologiques. Donc, par exemple, on n'a pas de prédation explicitement représentée ou des choses comme ça. Donc, forcément, imaginer utiliser ces modèles pour faire des prédictions à long terme sans avoir d'interactions écologiques qui sont représentées, ça pose potentiellement problème. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces modèles sont absolument pas là pour remplacer les modèles actuels, mais ils sont là plutôt pour les complémenter. Et ensuite, on a quand même un choix a priori à faire ici, c'est le choix des flux biogéochimiques qu'on veut avoir donc, dans les outputs biogéochimiques. Maintenant, faire le choix de flux biogéochimiques à conserver dans un modèle, c'est quand même un choix qui est relativement réduit, puisque le nombre d'éléments qui sont intéressants dans un modèle biogéochimique, il est beaucoup plus réduit que le choix, par exemple, de traits fonctionnels ou de type fonctionnel planctonique. Et enfin, du coup, il reste
tous les challenges que j'ai évoqués qui sont liés à comment prédire correctement l'impact de la génomique sur la biogéochimie, et même d'un point de vue de la prédiction de la génomique à partir du contexte environnemental. Il reste aussi des questions à répondre, des challenges à relever. Ici, par exemple, on a 6% des clusters qui sont détectés comme ayant une bonne capacité prédictive. On estime que, étant donné qu'on n'a que, entre guillemets, 93 échantillons, c'est quelque chose qui est facilement améliorable, sur le papier en tout cas. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui demandera encore beaucoup de travail dans les années à venir. Et un dernier problème lié à cette approche, c'est qu'ici j'évoque les modèles de réseau métabolique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiellement développé sur les organismes qui sont cultivés en laboratoire, pour lesquels on est capable de vraiment avoir un génome de bonne qualité, pour lequel on a le temps de faire le temps et les capacités surtout de faire beaucoup d'expériences pour avoir une bonne connaissance de son fonctionnement. Et c'est quelque chose qui commence à être développé de plus en plus sur des génomes assemblés à partir de métagénomes, mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. Et pour pouvoir aller au-delà de ça et pour utiliser le machine learning et les réseaux bayésiens, il faudrait plus de mesures en fait réalisées in situ de flux biogéochimiques, et donc pas seulement mesurer le contexte physico-chimique de type température, salinité, etc., mais aussi mesurer vraiment des variables qui peuvent être intégrées dans un modèle par la suite. Donc, par exemple, la quantité de carbone fixée par la communauté, la quantité de carbone exportée, etc. Et en fait, c'est ce que je fais actuellement en postdoc, en partie en tout cas, puisque je travaille sur les données de la campagne ACE, donc Antarctic Circumpolar Expedition. C'est une campagne qui a fait le tour de l'Antarctique en 2016-2017, et on a accès à 218 métagénomes prokaryotes qui ont été récoltés à différentes profondeurs tout autour de l'Antarctique. Et en parallèle de ces métagénomes, on a accès à des variables physico-chimiques qui nous représentent le contexte environnemental. Et on a également accès à des mesures d'output biogéochimique, et notamment de net community production, donc la production de la communauté moins la respiration. Donc, qui est vraiment une variable biogéochimique qui peut être intégrée par la suite dans des modèles, en tout cas en théorie. Et donc l'idée est de réussir à lier du coup le contexte génomique à cette net community production dans les différents échantillons de la campagne via des approches de machine learning, et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Voilà, donc j'aimerais remercier beaucoup Lucie pour l'invitation, et Lucie et Sakina pour leur aide dans le cours de ma thèse qui a permis de faire ce papier, et à tous les gens avec qui j'ai pu travailler sur ce projet. Merci beaucoup, Émile. Moi, je ne vais pas avoir de questions pour l'instant. Je vais voir. Alors, normalement, vous pouvez désactiver vos micros pour les questions. Ouais, Martine, bah ouais, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu arrives à désactiver, ou sinon c'est moi qui t'active ton micro? Attends, hop. Je peux me désactiver. Oui, c'est bon, voilà. Ok. Alors, donc, je dis bonjour à Émile. Je le félicite pour son talk et puis pour son travail. Et je suis très contente qu'il ait un beau papier comme ça. Et bon, alors moi c'est très naïf comme question. Excusez-moi, c'est un peu bas comme genre. Mais quand tu regroupes tes échantillons, tes clusters, comment tu fais pour éviter d'avoir des clusters qui soient des gènes qu'on trouve partout, tu vois, comme des gènes de ménage ou des choses comme ça? Est-ce que tu les contre-sélectionnes ou est-ce que tu les gardes quand même, ou parce que finalement, peut-être qu'ils ont un rôle, ils ont un lien avec des traits importants, non? Je ne sais pas, Ouais. non, mais... Ouais. En fait, on les garde. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire, ou je me suis bien exprimée? Oui. Non, ouais, je comprends bien. En fait, ces gènes-là, on les garde. On se retrouve avec des clusters qui vont être très grands en termes de nombre de protéines, parce qu'en fait, ils vont correspondre à des gènes qui sont présents dans la quasi-totalité de nos génomes et qui sont assez similaires, et du coup se retrouvent ensemble dans les clusters protéiques. Maintenant, on rate aussi pas mal de ces gènes parce qu'ils sont difficiles à assembler dans les MAGs. Donc là, on est parti de MAGs, donc de génomes assemblés à partir de métagénomes. Et du coup, les gènes qui sont vraiment très similaires entre toutes les espèces, on a du mal à les mettre dans un MAG, parce que
pour biner un mag, donc pour créer un mag, il faut que les gènes aient des abondances, que des abondances détectées pour les différents gènes soient à peu près similaires pour qu'on puisse dire que ça vient potentiellement de la même population. Et du coup, si on ne peut pas différencier les gènes d'une population d'une autre, on a du mal à les mettre dans un mag. Mais ce qu'on a de présent tous les gènes qu'on a de présent dans les mags qu'on a utilisés, en tout cas, ils sont conservés dans les clusters, sauf du coup, là, j'en ai pas trop parlé, mais ici, on a fait le choix de ne pas utiliser les singletons, donc les gènes qui n'avaient aucun lien de similarité dans le réseau. Donc, c'est les seuls qu'on a enlevés. Tous les autres, on les a gardés. D'accord, mais quand tu dis qu'il n'y a que 6% des clusters qui ont une valeur prédictive, c'est une fois que tu as fait cette analyse que tu trouves que finalement, il n'y a que 6% qui peuvent être analysés, c'est ça? Qui peuvent être corrélés, je veux dire. En gros, il y en a 6% qui ont un R carré au-dessus de 0,5. Après, le seuil de 0,5, il est très arbitraire. Hein. Mais on a décidé de se concentrer sur le R carré à 0,5. On a proposé dans le papier en analyse supplémentaire, on a proposé une analyse avec un seuil de R carré plus bas à 0,25. On démontre on retrouve un peu le signal statistique qu'on discute à 0,5 avec beaucoup plus de bruit autour. Et on détecte aussi un grand nombre même de clusters protéiques qui sont particulièrement liés à 2 stations. Et du coup, pour lesquels le R carré n'était pas énorme parce qu'en fait, c'était des clusters protéiques qui étaient abondants vraiment très fortement à 2 stations et quasiment absents partout ailleurs. Et ces 2 stations-là, c'est les stations d'upwelling au large de la côte chilienne. Et du coup, c'est des clusters qu'on a définis comme étant assez intéressants et pour lesquels on donne accès aux séquences dans le papier, mais pour lesquels on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Mais ça montre un peu que ici, on a par exemple du coup un grand nombre de clusters qui sont très liés à ces 2 échantillons-là, pour lesquels le R carré n'est pas très grand, parce qu'en fait, il suffit que ces 2 échantillons-là ne soient pas dans le training set ou dans le test set pour avoir un R carré qui chute complètement. Et ça montre que le fait d'avoir, entre guillemets, que 93 échantillons, ça influe énormément sur ce R carré. Et on ne pourra pas... plus on aura d'échantillons, plus on aura de chances d'avoir un grand nombre de clusters qui seront avec des R carrés conséquents. Quoi. Mmh. Ok, merci. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre aura une question? Alors, je peux continuer un tout petit peu là parce que moi. Ok, c'est bon, ouais, vas-y. Vas-y. Non, parce que moi, ça va partir un petit peu trop dans le décor. Donc, vas-y, Martine, je pense que c'est plus concret ta question. Non, mais c'est la Méditerranée aussi que j'ai trouvé super intéressante et enfin bon, est-ce qu'on sait par des analyses autres qu'il y a des organismes très très différents en Méditerranée? Est-ce que alors à l'échelle des bactéries et des archées, on n'a pas trouvé vraiment de références qui mettent ça en évidence de manière très claire. Dans les données de Tara, c'est pas mis en avant beaucoup. oui, Maintenant, quand j'en ai discuté un petit peu avec les gens du projet Tara, ils n'étaient pas non plus choqués. Donc voilà. Mais par contre, c'est quelque chose. Enfin, l'hypothèse du contexte génomique particulier à la Méditerranée, il a été un peu exploré chez les poissons notamment et chez les métazoaires. Et on a montré que la barrière géographique du détroit de Gibraltar était une vraie barrière, barrière de dispersion, quoi. De spéciation aussi, non? Ouais, voilà. Maintenant, c'est des organismes qui ont des cycles de vie tellement différents, etc. Oui. C'est pas forcément, c'est pas parce que ça a été montré chez les poissons que c'est vrai chez les bactéries et les archées marines, mais c'est quelque chose qui a été montré pour quelques groupes d'organismes au moins. Et du coup, là, on émet cette hypothèse-là, mais on n'a aucun moyen de la tester de manière vraiment très, très concrète avec nos données à nous. Et en fait, vous avez regardé que les prokaryotes, c'est ça? Ouais, là, c'est 885 génomes qui sont bactéries archées. Et tu savais s'ils étaient symbiotiques ou non? Ou ça, tu savais pas? Non. Enfin, en théorie, on pourrait regarder, en allant regarder la taxonomie et en faisant de la biblio dessus, on pourrait identifier
on pourrait identifier un petit peu si on a des symbiontes ou pas, mais c'est pas quelque chose qu'on a fait. Ok, merci. Là, je vais arrêter quand même. Vas-y, Lucie. Merci Martine. Attends, il y a une question de Voilà. Lucas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais. Merci beaucoup, Émile, pour ta présentation, c'était super intéressant. Et je me demandais, enfin, je suppose que du coup, cette méthode, ce serait applicable aussi si on s'intéresse non pas aux fonctions, mais du coup aux structures des protéines, si on arrive à avoir des a priori là-dessus. Ouais. Comme, Je pense que notre étape de clusterisation, là, elle pourrait être encore plus adaptée si la question est vraiment, de s'intéresser à la structure. Je pense qu'il doit y avoir des moyens de clusteriser les protéines par structure qui soient plus efficaces que nous, ce qu'on a fait, où on se base simplement sur la similarité. Mais après, D'accord. je ne connais pas grand-chose. Mais Ok. instinctivement, je pense qu'il y a moyen de clusteriser par structure de manière plus efficace. Et en termes de résultats, tu aurais un a priori sur ce qu'on pourrait trouver ou ça te semble. Enfin, ça doit être lié d'une manière ou d'une autre, peut-être au cluster fonctionnel, mais. Ouais, Je sais pas. je pense que dans une certaine mesure, l'homologie de structure, elle renvoie à une homologie fonctionnelle et que, du coup, on aurait des résultats qui seraient relativement similaires. Je pense que c'est un peu aller plus loin en quelque sorte, parce que nous, on fait une homologie de similarité sans Ouais. regarder du tout la structure. Et ajouter la structure, ça serait un moyen d'avoir des clusters encore plus homogènes, je pense, mais c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Ok, ça marche. Merci. Il y a Duncan maintenant qui aura une question. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, super. Bah ouais, encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation, c'était super. Et moi, j'ai une question sur les clusters d'arc, les clusters où on n'a pas d'annotation fonctionnelle ou taxonomique. Mhm. Donc sur ces clusters-là de matière noire, qu'est-ce que ça nous avance? Qu'est-ce que ça nous permet voilà, est-ce que pouvoir prédire les abondances fonctionnelles, voilà, Ouais. est-ce que ça nous aide à déterminer des trucs sur ces clusters d'arc? Alors, nous, dans le papier, on n'a pas été particulièrement creusé. Notre vision de la chose, c'était plutôt qu'on montrait qu'il y y avait des clusters d'arc qui étaient fortement liés à l'environnement et qui pouvaient potentiellement être impactants écologiquement, et qu'on proposait une méthode qui permettait de les inclure et de pas les jeter à la poubelle en début d'analyse, et que potentiellement ça montrait que des modèles corrélatifs qui utiliseraient ce genre d'approche auraient une approche beaucoup plus holistique que des méthodes où on sélectionne des fonctions a priori ou des organismes a priori. Maintenant, dans le papier, du coup, on propose dans les fichiers supplémentaires, on propose les séquences FASTA de ces clusters d'arc. Et on propose aussi, on donne aussi leur lien à toutes les variables environnementales. Donc, pour chaque cluster d'arc qu'on a détecté, on donne accès à quelles variables environnementales ont le mieux prédit leur abondance, et on donne leur séquence. Et nous, on a un peu imaginé ça dans le sens où les gens pourront aller regarder si dans ces séquences-là, il y a des choses qui ressemblent à quelque chose qu'ils connaissent, ou où ils pourront aller plus loin en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils d'annotation fonctionnelle comme Agnostos par exemple, qui permettraient d'aller un peu plus loin que ce qu'on a fait en termes d'identification des dark clusters. Donc Agnostos, en quelque sorte, si on avait lancé Agnostos plutôt que... Donc là, on a utilisé Eggnog Mapper. Si on avait utilisé Agnostos, donc on aurait eu directement une classification en known unknown, known known, etc. Donc en gros, les protéines qui sont vraiment connues, les protéines qui ont déjà été trouvées ailleurs mais pour lesquelles on n'a pas d'annotation, et les protéines qui n'ont jamais été trouvées ailleurs et pour lesquelles on n'a pas d'annotation, etc. Donc ce genre de classification-là, ça nous a permis d'aller encore plus loin et du coup de sous-diviser un petit peu ces dark clusters peut-être, pour vraiment identifier ce qui était nouveau, vraiment nouveau, ouais. Mais du coup, ça, c'est un outil qui est paru un peu après les analyses et du coup qu'on n'a pas pu utiliser. Mais je pense que si c'était à refaire, on utiliserait cet outil-là pour essayer d'aller plus loin dans la recherche du coup de ce que sont ces dark clusters. Ok, bah merci beaucoup.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Roland, ouais, je t'en prie, vas-y. J'ai une question sur la. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai une question sur le seuil qui a été utilisé pour construire pour établir les clusters. Parce que vous avez travaillé sur un seuil unique ou il y a plusieurs seuils qui ont été testés? Parce que plus le seuil est stringent, moins il y a de clusters, plus le seuil est relâché. Ouais, c'est une très bonne question. En effet, c'est quelque chose qui est. C'est une problématique liée à l'utilisation de ce genre de réseau parce que c'est très compliqué d'utiliser plusieurs seuils dans l'analyse parce que ça conduit à énormément de résultats si on produit les mêmes analyses statistiques pour différents seuils dans le réseau. Et du coup, on a produit différents réseaux donc en utilisant différents seuils, en faisant varier entre 60% et 90% de similarité, si je me souviens bien. Et on était à la recherche d'un saut en quelque sorte. Donc, on espérait observer à partir d'un certain seuil de similarité un espèce de saut dans le nombre de clusters qui nous permettrait de dire que c'est un bon endroit pour couper. Mais finalement, c'était relativement continu en termes de nombre de clusters. Quand on diminuait la similarité, on avait un nombre de clusters qui baissait plutôt linéairement. Et du coup, c'était difficile de fixer un seuil. Donc, on a décidé ici de prendre 80% et 80% donc en similarité en coverage parce que ça nous donnait du coup un nombre de clusters qui nous semblait satisfaisant et que c'était un seuil qui était utilisé dans la littérature donc par d'autres papiers qui ont utilisé le même genre d'approche. Mais c'est un seuil qui reste relativement arbitraire et qui correspond à un défaut quand même de ce genre d'approche. Et je pense que du coup, un gros point d'amélioration de ce genre d'approche, c'est de réussir à avoir une méthode de clustering qui soit plus flexible et qui soit capable de fixer un seuil de manière moins arbitraire. C'est quelque chose auquel on réfléchit en ce moment, notamment en utilisant encore une fois l'outil Agnostos. Ouais. Notamment en utilisant encore une fois l'outil Agnostos qui va se baser non seulement sur la similarité, mais aussi sur des profils HMM effectués sur les protéines et qui va permettre d'aller un peu plus loin que simplement des mesures de similarité. Maintenant, les détails d'Agnostos ne sont pas hyper clairs non plus, quoi, par contre. Mais enfin, l'utilisateur, il peut pas jouer avec beaucoup de paramètres, en fait. Non. Nous en ce moment, on n'a même pas réussi à l'installer directement sur le serveur dans l'état actuel. Donc Agnostos, c'est encore à l'état Bujorka, c'est pas encore sorti officiellement. Donc c'est peut-être pour ça aussi, mais nous, on a été obligé d'aller bidouiller dans les règles du workflow Agnostos pour réussir à le lancer ici, à Brest. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore un peu une boîte noire. On espère que ça sera un petit peu plus clair une fois que le papier sera sorti officiellement. Ok. Super. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, moi, j'ai une question qui va partir un petit peu dans le décor. C'est toute cette analyse, en fait, et l'idée, c'est toujours trouver peut-être le bon seuil, mais en tout cas, on a beaucoup de données, on essaie de les réduire pour avoir un nombre satisfaisant d'unités qu'on va regarder pour ensuite voir lesquelles sont le plus en variance ou enfin, le plus en lien avec les paramètres environnementaux. Et donc, on se retrouve toujours bloqué au final parce qu'on veut réduire le jeu de données pour que on puisse faire des analyses statistiques derrière comme des RDA ou des CCA. Et donc, c'est quoi l'avenir de tout ça? Est-ce qu'on va toujours devoir passer par de la réduction? Enfin, à ton avis, peut-être on n'a pas. Enfin voilà, c'est une question ouverte. Ou est-ce qu'on va trouver mieux que des CCA et des RDA, quoi? Je pense que l'avenir de ce genre d'approche, il va être un peu. Enfin, moi, je le visualise en deux parties en quelque sorte. Je pense qu'il y a une partie qui va être utile vraiment au modèle de corrélation et au modèle de niche, pour lesquels on va se diriger de plus en plus vers des approches de statistiques big data avec du machine learning, et pour lesquels on va de plus en plus abandonner les approches multivariées plus classiques. Et on va du coup tendre vers en fait une utilisation de jeux de données plutôt
peu agglomérés et pour lesquels on va essayer d'avoir un maximum de richesse pour avoir un signal statistique plus fort et laisser vraiment les statistiques faire le travail. Mais du coup, ça veut dire utiliser des modèles statistiques qui introduisent des grosses boîtes noires et il faudra l'accepter pour ce genre de modèle. Et je pense qu'en parallèle de ça, il faut travailler sur des méthodes d'agglomération qui nous permettent de résumer un peu les données métaomics sous forme d'unités de modélisation pour pouvoir les intégrer dans des modèles biogéochimiques. Et que ça va se faire de manière plus... Il faut que ça se fasse de manière plus holistique que simplement ce qu'on a fait là, par exemple, où on groupe par similarité. Je pense qu'on va passer par les modèles de métabolisme. Il va falloir clusteriser les génomes par rapport à des modèles métaboliques. Il va falloir les clusteriser par rapport à des occurrences in situ qui vont nous permettre de définir des contextes écologiques dans lesquels ils sont présents. Il va falloir faire des réseaux de concurrence avec ces génomes, etc. Et réussir à avoir une approche un petit peu holistique, une compréhension un peu holistique de vraiment l'écologie de ces génomes pour pouvoir les résumer en unités de modélisation. Et là, avec pour but vraiment de faire des modèles biogéochimiques plus classiques dans lesquels on va avoir des unités définies par les données, mais qui sont en nombre réduit pour lesquelles on peut faire de la paramétrisation. Et je pense que ça sera complémentaire du coup de l'approche où on va au contraire essayer de garder quelque chose d'assez riche pour pouvoir faire des statistiques big data dessus et réussir à avoir des modèles statistiques. Et je pense que ces deux modèles-là seront plus ou moins complémentaires si on réussit à les faire, mais dans les deux cas, on est encore assez loin de pouvoir les faire de manière opérationnelle par rapport au modèle biogéochimique actuel. C'est comme ça que je vois les choses. Ok, merci. Ok, bah donc s'il n'y a plus de questions, on va te libérer, Émile. Et t'es contactable. Enfin, t'as pas mis ton email, je sais plus, dans C'est la présentation. emile.fort@univ-brest.fr. Mais ouais, je l'ai pas dit dans la. C'est pas grave. Je le mettrai dans la vidéo en ligne, si jamais. Enfin bon, je verrai pas que tu te fasses spammer non plus. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à tous en tout cas Merci pour encore ce pour séminaire. l'invitation. Merci pour ton temps. À très bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt.